Le 23 mars 1847, dans une étude notariale de Charleston, Caroline du Sud, un testament fut ouvert qui provoqua l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire américaine d'avant-guerre. Le maître d'une immense plantation de coton, Nathaniel Pemberton, léguait l'intégralité de ses biens, terres, esclaves, fortune, à une femme noire nommée Céline. Son épouse légitime, Constance Pemberton, née Beauregard, n'héritait de rien. Pas un seul dollar, pas un seul acre de terre, rien. Avant de poursuivre cette histoire qui va vous glacer le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Nous voulons savoir où se trouvent les amateurs de mystères historiques comme vous. Ce qui suivit cette lecture publique du Testament ne fut pas seulement un scandale mondain. Ce fut une descente vertigineuse dans les secrets les plus sombres d'une famille respectée, une révélation qui allait déchirer le voile sur des pratiques inavouables, des manipulations cruelles et une vengeance froide qui avait mis des années à se construire. Car Nathaniel Pemberton n'était pas mort de cause naturelle. Et Céline n'était pas une simple esclave. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se produisit ce jour-là, il faut revenir 15 années en arrière, dans les années 1832, lorsque la plantation Pemberton était l'une des plus prospères du comté de Berkeley, en Caroline du Sud. La plantation s'étendait sur près de 2000 acres de terre fertile, bordés par la rivière Cooper. Des rangées interminables de cotonniers ondulaient sous le vent chaud du sud, créant cette mer blanche qui faisait la fortune des grands propriétaires terriens. La demeure principale, une imposante bâtisse de style georgien avec ses colonnes blanches et son double escalier courbe, trônait au sommet d'une légère colline. Derrière elle s'alignaient les dépendances, la cuisine extérieure, les écuries, les entrepôts de coton, et plus loin, dissimulés par une rangée de chênes centenaires drapés de mousse espagnole, les quartiers des esclaves. Nathaniel Pemberton avait hérité de cette propriété à la mort de son père en 1828. Âgé alors de 28 ans, il était considéré comme un excellent parti, beau, éduqué, fortuné. Il avait étudié le droit à l'université de Virginie, voyagé en Europe, et possédait cette aisance aristocratique qui caractérisait les fils de la haute société sudiste. Sa mère, veuve, vivait à Charleston dans une élégante maison de Meeting Street et présidait avec une autorité redoutée les cercles sociaux de la ville. 2 ans après avoir pris possession de la plantation, Nathaniel épousa Constance Beauregard, fille d'un riche négociant en coton de la Nouvelle-Orléans. Le mariage fut célébré en grande pompe à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Constance avait 19 ans, une éducation raffinée acquise dans un pensionnat français et une dot considérable. Elle était réputée pour sa beauté froide, des traits délicats, une peau de porcelaine, des yeux d'un bleu glacier, et pour son tempérament hautain. Dès son arrivée à la plantation, elle fit comprendre qu'elle entendait diriger la maisonnée selon les standards les plus stricts de la société créole. Les Pemberton employaient 137 esclaves. La plupart travaillaient aux champs sous la surveillance impitoyable d'un contremaître blanc nommé Josiah Crane, un homme brutal connu pour son usage généreux du fouet. Une vingtaine d'esclaves étaient affectés au service domestique. Parmi eux se trouvait Céline. Céline était arrivée à la plantation en 1829, vendue lors d'une vente aux enchères à Charleston. Elle avait alors environ 16 ans. Les registres étaient imprécis sur les dates de naissance des esclaves. Ce qui frappait immédiatement chez elle, selon les témoignages de l'époque, c'était son intelligence manifeste dans le regard et une dignité naturelle que même les chaînes ne parvenaient pas à briser. Elle avait été achetée pour travailler à la maison, probablement en raison de sa peau plus claire. Elle était métisse et de son apparence soignée. Constance Pemberton la prit sous sa supervision directe. Dans la hiérarchie complexe de la plantation, Céline devint la femme de chambre personnelle de la maîtresse. Elle l'habillait le matin, coiffait ses longs cheveux châtains, l'accompagnait lors de ses sorties et dormait sur une paillasse dans un réduit adjacent à la chambre principale du couple.
Les premières années du mariage semblèrent suivre le cours habituel de la vie d'une plantation prospère. Nathaniel gérait les aspects financiers et agricoles. Constance supervisait la vie domestique avec une rigueur militaire. Il recevait régulièrement les autres familles de planteurs, organisait des bals, assistait aux courses de chevaux. En surface, tout paraissait conforme aux attentes de leur classe sociale. Mais sous cette façade impeccable, des tensions couvaient. Tout commença à changer au printemps de 1834, 2 ans après le mariage. Constance était enceinte de son premier enfant. Selon les convenances de l'époque, elle se retirait progressivement de la vie sociale, passant de longues journées dans ses appartements. C'est durant cette période de confinement que les domestiques commencèrent à remarquer certaines choses. Céline accompagnait désormais le maître lors de ses inspections quotidiennes de la plantation. Elle était présente lors des repas, servant à table, alors que ce rôle incombait normalement à d'autres domestiques. On la voyait souvent dans le bureau de Nathaniel, prétendument pour y faire le ménage, mais les sessions duraient étrangement longtemps. Et surtout, Nathaniel avait commencé à lui enseigner à lire et à écrire, une pratique non seulement inhabituelle, mais strictement interdite par les lois de Caroline du Sud, qui criminalisaient l'alphabétisation des esclaves depuis 1834 justement. Margaret Finch, la gouvernante blanche qui supervisait le personnel domestique, rapporta ses observations à Constance. La réaction de celle-ci fut immédiate et terrible. Un soir de juin, après le dîner, Constance convoqua Céline dans le salon. Nathaniel était absent, parti inspecter des terres qu'il envisageait d'acheter dans le comté voisin. Devant plusieurs domestiques terrifiés, Constance accusa Céline d'avoir volé une broche en or, un bijou de famille des Beauregard. La fouille de la petite chambre de Céline révéla effectivement la broche, soigneusement cachée sous la paillasse. Céline nia avec véhémence. Elle jura qu'on avait placé l'objet là à son insu. Mais ses protestations ne pesaient rien face à l'accusation d'une dame blanche. Constance ordonna qu'on l'emmène immédiatement au quartier des esclaves et qu'on la fouette publiquement, 30 coups, pour servir d'exemple. Josiah Crane, le contremaître, exécuta la sentence avec son zèle habituel. Les cris de Céline résonnèrent dans la nuit chaude de juin. Les autres esclaves furent forcés d'assister à la punition, comme c'était la coutume pour les châtiments exemplaires. Lorsque Nathaniel revint 2 jours plus tard, Céline était alitée, le dos lacéré, fiévreuse. Ce qui se passa exactement entre le maître et son épouse reste inconnu. Mais les domestiques entendirent une violente dispute. Des cris, des sanglots, le bruit d'objets brisés. Et cette phrase, hurlée par Nathaniel, qui traversa les murs épais de la demeure. « Vous ne la toucherez plus jamais, jamais. » Vous m'entendez? Le lendemain, Constance fit venir le docteur Harrington, le médecin de famille. Non pas pour Céline, une esclave blessée ne méritait pas les services d'un médecin blanc, mais prétendument pour elle-même, qui souffrait de nerfs fragiles dus à sa grossesse. Mais certains domestiques racontèrent plus tard que le docteur avait également examiné Céline sur l'insistance expresse de Nathaniel. 2 semaines après cet incident, Céline fut transférée dans une petite maison de dépendance séparée des quartiers des esclaves. Officiellement, c'était pour faciliter son service auprès du maître, puisqu'elle l'assistait désormais dans ses tâches administratives. En réalité, ce déménagement la plaçait sous la protection directe de Nathaniel, hors de portée de la vengeance de Constance. En septembre 1834, Constance accoucha d'un garçon mort-né. L'enfant s'était étranglé avec son cordon ombilical. Le docteur Harrington certifia que rien n'aurait pu être fait. Constance sombra dans une profonde mélancolie dont elle ne sortit jamais vraiment. Elle passa des mois cloîtrée dans sa chambre, refusant de voir quiconque sauf sa dame de compagnie et le prêtre. Et pendant ce temps, la relation entre Nathaniel et Céline continuait d'évoluer de manière qui scandalisait les domestiques blancs et terrifiait les esclaves. Les années qui suivirent furent marquées par une transformation progressive mais inexorable de la dynamique de pouvoir au sein de la plantation Pemberton. Nathaniel ne se cachait plus. Céline l'accompagnait partout,
Elle était présente lors des réunions avec les acheteurs de coton, avec les banquiers de Charleston, avec les autres planteurs. Au début, on tenta de faire comme si elle n'était là que pour servir le thé ou prendre des notes. Mais il devint rapidement évident qu'elle participait activement aux discussions, qu'elle donnait son avis, que Nathaniel sollicitait son opinion. Ce qui était encore plus choquant et dangereux dans le contexte de l'époque, c'était qu'elle était devenue réellement éduquée. Nathaniel lui avait non seulement appris à lire et à écrire, mais lui avait ouvert sa bibliothèque. Elle dévorait les livres, philosophie, histoire, littérature, droit. Elle parlait désormais un anglais impeccable, sans trace de l'accent créole ou des tournures grammaticales simplifiées caractéristiques des esclaves. Elle s'habillait avec une élégance discrète, des robes simples mais de bonne facture, confectionnées dans des tissus qu'aucune esclave n'aurait normalement portés. Les voisins commencèrent à jaser. Des rumeurs circulaient lors des garden parties de Charleston, dans les salons de la Nouvelle-Orléans, partout où se réunissait la haute société sudiste. On racontait que Nathaniel Pemberton vivait ouvertement avec une négresse, que son épouse légitime était devenue une recluse dans sa propre maison, que la plantation était dirigée par une esclave. Ces rumeurs, amplifiées et déformées, menaçaient la réputation de toute la famille. La mère de Nathaniel, Véronique Pemberton, tenta d'intervenir. En 1836, elle fit le voyage depuis Charleston pour une visite qui dura 3 semaines et qui ressemblait davantage à un siège. Elle exigea des explications. Elle supplia son fils de rentrer dans le droit chemin. Elle le menaça de le déshériter. Elle tenta même de faire interner Constance dans un asile, prétendant que sa mélancolie était devenue de la folie afin d'obtenir l'annulation du mariage. Rien n'y fit. Nathaniel resta inébranlable. Plus encore, il commit l'impensable. Il affranchit Céline. Les documents furent enregistrés au tribunal du comté en juillet 1836. Céline n'était plus légalement une esclave. Elle était une femme noire libre, un statut extrêmement rare et précaire dans le sud d'avant-guerre, mais un statut légal néanmoins. Techniquement, elle aurait dû quitter l'État. Les lois de Caroline du Sud exigeaient que les esclaves affranchis quittent le territoire dans un délai de 15 jours sous peine d'être réduits en esclavage. Mais Nathaniel utilisa ses relations politiques, versa des pots de vin aux fonctionnaires locaux, obtint une exemption spéciale sous prétexte qu'elle était une domestique indispensable, possédant des compétences uniques en gestion de plantation. Cette manœuvre juridique coûta une fortune. Elle coûta également à Nathaniel presque toutes ses amitiés. Les autres planteurs le considéraient désormais comme un traître à sa race et à sa classe. On cessa de l'inviter aux événements sociaux. Ses partenaires commerciaux commencèrent à chercher d'autres fournisseurs de coton. Même certains de ses propres employés blancs démissionnèrent, refusant de prendre des ordres d'une négresse. Mais la production de la plantation ne diminua pas. Au contraire, elle augmenta. Céline avait introduit de nouvelles méthodes de culture, inspirées de techniques qu'elle avait lues dans des manuels agricoles. Elle avait réorganisé la rotation des cultures, amélioré l'irrigation, rationalisé les opérations de récolte et de traitement du coton. Les profits montaient, et cela rendait la situation encore plus insupportable pour ceux qui y voyaient une inversion contre nature de l'ordre social. Constance, pendant ce temps, était devenue un fantôme dans sa propre maison. Elle ne sortait presque plus de ses appartements. Elle refusait de descendre pour les repas, se faisant apporter des plateaux qu'elle touchait à peine. Elle avait maigri de façon alarmante. Ses cheveux, autrefois si soigneusement coiffés, pendaient en mèches ternes. Ses yeux, ce bleu glacier qui avait fait sa beauté, semblaient désormais fixes et vides. Le docteur Harrington venait la voir toutes les semaines. Il prescrivait du laudanum pour ses nerfs, de la quinine pour ses faiblesses, du fer pour son anémie. Mais aucun remède ne semblait l'aider. Certains domestiques murmuraient qu'elle avait perdu la raison. D'autres, plus superstitieux, disaient qu'elle était ensorcelée. En 1838,
Constance fit une dernière tentative pour reprendre le contrôle de sa vie. Elle écrivit à son père, à la Nouvelle-Orléans, pour lui demander de venir la chercher, de la ramener chez elle, de demander le divorce ou l'annulation du mariage. Son père, Auguste Beauregard, monta effectivement à Charleston. Mais après une seule rencontre avec Nathaniel et ses avocats, il repartit sans sa fille. On ne sut jamais exactement ce qui fut dit lors de cette rencontre. Mais les domestiques rapportèrent que M. Beauregard avait quitté la plantation avec l'air d'un homme brisé, et que peu après, une somme considérable d'argent avait été transférée du compte de Nathaniel vers une banque de la Nouvelle-Orléans. Constance ne tenta plus jamais de partir. Elle se résigna à son sort avec une passivité qui ressemblait à de la mort lente. Si cette histoire vous glace le sang, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé dans cette plantation. Vos théories nous intéressent. Les années entre 1838 et 1846 furent étrangement calmes en surface. La plantation continuait de prospérer. Les registres de production montraient une augmentation constante des rendements. Nathaniel et Céline, car c'était ainsi qu'on les appelait désormais, comme un couple établi, vivaient dans une routine qui aurait pu sembler presque normale si on ignorait le contexte scandaleux de leur relation. Mais plusieurs événements étranges vinrent troubler cette apparente tranquillité. En 1839, Josiah Crane, le contremaître brutal, disparut. Un matin, il ne se présenta pas pour superviser les équipes de travail. On fouilla sa cabane près des écuries. Toutes ses affaires étaient là, mais lui avait disparu. On dragua la rivière. On chercha dans les bois environnants. On interrogea tous les esclaves. Rien. Josiah Crane s'était volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. Les autorités locales menèrent une enquête sommaire. Le shérif du comté vint, posa quelques questions, puis repartit en concluant que Crane avait probablement été tué et dévoré par un alligator dans les marécages, ce qui arrivait parfois aux hommes ivres qui s'aventuraient trop près de l'eau la nuit. L'affaire fut classée, mais les esclaves racontaient une autre version. Ils disaient que Crane avait été vu la veille de sa disparition en train de menacer Céline, qu'il lui avait dit qu'il savait des choses sur elle et le maître, qu'il allait tout révéler aux autorités si elle ne lui donnait pas de l'argent. Et le lendemain, il avait disparu. Nathaniel embaucha un nouveau contremaître, un homme beaucoup plus mesuré nommé William Foster, qui n'utilisait le fouet que rarement et préférait un système de récompense pour motiver les travailleurs. La productivité augmenta encore. Les esclaves murmuraient que c'était la main de Céline qui se faisait sentir, qu'elle avait convaincu le maître d'adopter des méthodes moins brutales. En 1841, le docteur Harrington cessa ses visites hebdomadaires à Constance. Officiellement, c'était parce qu'elle allait mieux et n'avait plus besoin de soins constants. En réalité, comme on l'apprit plus tard, le docteur avait eu une violente dispute avec Nathaniel. Certains disaient qu'il avait menacé de signaler des irrégularités qu'il avait observées. D'autres racontaient qu'il avait voulu exiger plus d'argent pour son silence. Quoi qu'il en soit, il ne remit jamais les pieds à la plantation. Un nouveau médecin fut appelé pour s'occuper de Constance, le docteur Samuel Pritchard, un jeune praticien fraîchement arrivé de Boston qui avait besoin de clients et ne posait pas de questions. Il venait une fois par mois, examinait brièvement la malade, prescrivait les mêmes remèdes que son prédécesseur et repartait avec ses honoraires. En 1843, un incident troublant secoua la plantation. Une esclave nommée Ruth, qui travaillait à la cuisine, tomba gravement malade après avoir préparé le repas du soir. Elle souffrait de violentes crampes d'estomac, de vomissements, de convulsions. Le docteur Pritchard diagnostiqua un empoisonnement alimentaire et elle survécut, mais de justesse. Ce qui était étrange, c'était que Ruth avait goûté tous les plats avant de les servir. C'était la procédure standard pour éviter justement ce genre d'incident. Et personne d'autre n'était tombé malade. Ni Nathaniel, ni Céline, qui avaient tous deux mangé de ces plats. Seule Ruth avait été affectée. Quand elle put enfin parler, plusieurs jours après son rétablissement, Ruth raconta une histoire terrifiante.
Elle affirma qu'elle avait trouvé quelque chose dans la réserve de la cuisine. Une petite fiole contenant une poudre blanche cachée derrière les sacs de farine. Ne sachant pas ce que c'était, elle en avait goûté une minuscule quantité du bout du doigt. C'était cette poudre qui l'avait rendue malade. On fouilla la cuisine de fond en comble. On ne trouva aucune fiole. Ruth fut accusée d'avoir inventé cette histoire, peut-être pour couvrir sa propre négligence culinaire. Elle fut fouettée 10 coups pour avoir causé du trouble et transférée au champ. Mais quelques domestiques chuchotaient une version différente. Ils disaient que la fiole avait bien existé, qu'elle contenait de l'arsenic, et qu'elle avait été placée là par quelqu'un qui savait que Ruth goûtait toujours les plats en premier. Quelqu'un qui voulait peut-être empoisonner les occupants de la maison principale, mais dont le plan avait échoué par accident. Ces incidents, la disparition de Crane, la querelle avec le docteur Harrington, l'empoisonnement raté de Ruth, restèrent des mystères isolés. Mais rétrospectivement, ils prenaient un sens beaucoup plus sinistre. Ils formaient un motif. Quelqu'un, quelque part dans cette plantation, jouait un jeu dangereux. Quelqu'un éliminait méthodiquement les témoins gênants ou tentait d'éliminer des cibles spécifiques. Et tout convergeait vers une question centrale. Qui était réellement Céline? Au printemps de 1845, un événement inattendu vint bouleverser à nouveau l'équilibre fragile de la plantation Pemberton. Un homme se présenta au portail. Il s'appelait Jonas Wexler et se présentait comme un enquêteur privé venu de Philadelphie. Il demanda à voir Nathaniel Pemberton pour une affaire urgente de nature confidentielle. Nathaniel le reçut dans son bureau. La conversation dura plus de 2 heures. Les domestiques postés près de la porte ne purent entendre que des bribes de discussion, mais ils perçurent la tension dans les voix. À un moment, Nathaniel éleva le ton. « Je ne vous crois pas. Vous n'avez aucune preuve. » La réponse de Wexler fut inaudible, mais elle dut être convaincante, car un long silence suivit. Quand Wexler repartit, il avait un sourire satisfait. Et dans sa sacoche se trouvait une enveloppe épaisse que Nathaniel lui avait remise, probablement remplie d'argent. Cette nuit-là, Nathaniel convoqua Céline dans son bureau. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Les domestiques entendirent des éclats de voix, des pleurs, puis un long silence pesant. Le lendemain, Nathaniel fit venir son notaire, maître Cornelius Whitefield, un homme austère qui gérait les affaires juridiques de la famille depuis 30 ans. Ils s'enfermèrent dans le bureau pendant des heures. Quand maître Whitefield repartit, il emportait plusieurs documents fraîchement rédigés. Qu'avait révélé Jonas Wexler? Quel secret avait-il découvert qui avait ébranlé Nathaniel au point de le pousser à cette réunion urgente avec son notaire? On ne le sut pas immédiatement. Mais les semaines qui suivirent furent marquées par une tension palpable. Nathaniel semblait préoccupé, nerveux. Il buvait davantage, du whisky en grande quantité, tard dans la nuit. Céline, habituellement si composée, semblait elle aussi perturbée. On la voyait marcher seule dans les jardins aux heures étranges, perdue dans ses pensées. Et Constance? Constance émergea soudain de sa torpeur. Pour la première fois depuis des années, elle quitta ses appartements. Elle descendit pour le dîner. Elle s'habilla avec soin. Elle fit même seller un cheval et partit en promenade, chose qu'elle n'avait pas faite depuis son mariage. Cette résurrection soudaine alarma les domestiques. Certains y virent un bon signe. La maîtresse reprenait goût à la vie. D'autres, plus superstitieux, y virent quelque chose d'inquiétant. Le calme avant la tempête. Margaret Finch, la gouvernante, confia à sa sœur dans une lettre datée du 15 mai 1845. « Madame Constance a un regard que je n'aime pas. Elle sourit désormais. Mais c'est un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. Elle observe tout. Elle écoute tout. C'est comme si elle attendait quelque chose. J'ai peur de ce qui va arriver. » Ce qui arriva, ce fut l'arrivée d'un deuxième visiteur inattendu. En juin 1845, un prêtre catholique se présenta à la plantation. Il s'appelait Père Antoine Rousseau et venait, disait-il, de la Nouvelle-Orléans. Il demanda à voir Madame Constance Pemberton.
expliquant qu'il était un vieil ami de la famille Beauregard et qu'il souhaitait lui rendre visite pour des raisons pastorales. Nathaniel hésita. Il n'aimait pas les visiteurs. Il n'aimait pas que quiconque voie Constance. Mais refuser la visite d'un prêtre à une paroissienne malade aurait semblé suspect. Il accepta donc, à contre-cœur. Le père Rousseau passa 3 heures avec Constance. Quand il ressortit de ses appartements, son visage était grave. Il demanda à parler en privé avec Nathaniel. Leur conversation fut brève mais intense. Puis le prêtre repartit, promettant de revenir. Il revint effectivement 2 semaines plus tard, puis 1 semaine après, puis régulièrement toutes les 2 semaines. Chaque fois, ils passaient de longues heures avec Constance. Parfois, ils priaient ensemble dans la petite chapelle familiale. Parfois, ils discutaient simplement, assis dans le jardin. Ces visites répétées inquiétèrent Céline. Elle fit part de ses préoccupations à Nathaniel. « Ce prêtre pose trop de questions, il observe tout. Je ne lui fais pas confiance. » Nathaniel tenta de faire surveiller les conversations entre Constance et le père Rousseau, mais sans succès. Le prêtre insistait sur le secret de la confession et prenait soin de parler à voix basse. Tout ce qu'on put déterminer, c'est que ces rencontres semblaient revitaliser Constance. Elle reprenait du poids. Ses yeux retrouvaient un peu d'éclat. Elle semblait moins abattue, plus présente. En septembre 1845, le père Rousseau cessa soudainement ses visites. Aucune explication ne fut donnée. Quand Nathaniel envoya quelqu'un à la Nouvelle-Orléans pour prendre de ses nouvelles, on lui répondit que le père Rousseau avait été rappelé par son ordre et envoyé en mission dans les territoires de l'Ouest. Personne ne savait exactement où. Cette disparition soudaine laissa Constance dévastée. Elle retomba dans sa mélancolie, mais cette fois avec une nuance différente. Ce n'était plus de l'apathie, c'était de la résignation, comme si elle avait fait ses adieux à quelque chose ou quelqu'un. L'automne de 1845 passa. L'hiver arriva, particulièrement rigoureux cette année-là. La neige tomba même sur la plantation, un événement rare en Caroline du Sud. Les routes devinrent impraticables. La plantation se retrouva isolée du reste du monde pendant plusieurs semaines. C'est durant cet hiver que tout bascula. Le 18 janvier 1846, en pleine nuit, les domestiques furent réveillés par des cris venant de la maison principale. On se précipita. On trouva Nathaniel Pemberton effondré dans son bureau, serrant sa poitrine, le visage tordu de douleur. Céline était à son chevet, le visage livide. Elle ordonna qu'on fasse chercher immédiatement le docteur Pritchard, mais avec les routes enneigées et le médecin habitant à plus de 15 miles de distance, il faudrait des heures avant qu'il arrive. Nathaniel agonisa toute la nuit. Il délirait, parlait de façon incohérente. À un moment, il attrapa la main de Céline et murmura quelque chose que personne d'autre ne put entendre. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Mais il y avait un témoin que personne n'avait remarqué dans la confusion. Constance était sortie de ses appartements. Elle se tenait dans l'ombre du couloir, observant la scène à travers l'entrebâillement de la porte. Elle vit tout. Elle entendit tout. Et ce qu'elle vit confirma ses pires soupçons, car Nathaniel, dans son délire, prononça des mots terribles. Des mots qui révélaient la vérité sur les années passées. Des mots qui confirmaient ce que Constance avait toujours su au fond de son cœur, mais refusé d'accepter. « Pardonne-moi », murmurait-il à Céline. « Pardonne-moi d'avoir été trop lâche, trop faible. Si j'avais eu plus de courage, nous aurions pu partir ensemble, loin d'ici, vivre librement. Mais j'avais peur, peur de ma famille, peur du scandale, peur de tout perdre. » Céline pressait sa main, sanglotant silencieusement. « Chut, ne parle pas, économise tes forces. »« Non, » insistait Nathaniel, sa voix de plus en plus faible. « Je dois te dire, le testament, tout est prêt. Whitefield a tous les documents. Tu auras tout, la plantation, l'argent, tout. C'est la seule façon que j'ai trouvé de réparer, de te donner ce que tu mérites. Ce qui aurait toujours dû t'appartenir. » Il toussa violemment, du sang apparaissant au coin de ses lèvres. Céline essuya son visage avec un mouchoir. Et Constance,
demanda-t-elle doucement. Nathaniel ferma les yeux. Constance aura assez pour vivre. Mais elle ne mérite rien de plus. Elle m'a épousé pour ma fortune. Elle ne m'a jamais aimé. Elle ne m'a jamais compris. Toi seul m'as vu tel que je suis vraiment. Dans l'ombre du couloir, Constance serrait les poings si fort que ses ongles entaillaient ses paumes. Des larmes de rage et d'humiliation coulaient sur ses joues. Elle ne m'a jamais aimé. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un glas. Comment osait-il? Elle avait sacrifié sa jeunesse pour lui. Elle avait supporté des années de mépris, de solitude, de douleur. Elle avait perdu son enfant dans cette maison maudite. Et maintenant, mourant, il la trahissait une dernière fois. Nathaniel continuait de parler, sa voix de plus en plus faible. « Il y a une chose que tu dois savoir. Sur ton père, Édouard Marchand. » Céline se raidit. « Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas mort dans l'accident. Celui qu'on t'a raconté. L'incendie à la Nouvelle-Orléans. C'était un mensonge. » « Comment ?» La voix de Céline tremblait. « Ton père est vivant. Ou du moins, il l'était il y a 5 ans. Il vit en France, à Paris. Il a tout abandonné après que sa femme l'a forcé à te vendre. Il ne pouvait plus supporter la culpabilité. Il est parti. Il a changé de nom. Il s'est construit une nouvelle vie. » Céline porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. « Tu savais? Tout ce temps, tu savais, et tu ne m'as rien dit? Je voulais te protéger, » murmura Nathaniel. « Te protéger de la douleur de savoir qu'il t'avait abandonné. Mais maintenant tu dois savoir. Dans mon bureau, dans le tiroir secret derrière le portrait de mon père, il y a des lettres. Des lettres qu'il m'a envoyées au fil des ans. Des lettres où il demande de tes nouvelles, où il exprime ses regrets, où il explique pourquoi il ne pouvait pas revenir. Prends-les, lis-les, et si tu veux, cherche-le. Il mérite de savoir que tu as survécu, que tu as prospéré. » À l'aube, le docteur Pritchard arriva enfin, son cheval épuisé après le difficile trajet dans la neige. Mais il était trop tard. Nathaniel Pemberton était mort 1 heure auparavant. Le diagnostic du docteur fut simple. Attaque d'apoplexie. Le cœur a lâché. Il examina brièvement le corps, nota quelques observations dans son carnet et rédigea le certificat de décès. C'était un diagnostic courant pour les hommes d'âge moyen stressés et qui buvaient trop. Personne ne le contesta. Personne sauf Constance, car elle avait vu quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué. Dans les heures précédant sa mort, Nathaniel avait bu du thé, un thé préparé par Céline, et après avoir bu ce thé, son état s'était rapidement détérioré. Coïncidence? Ou quelque chose de plus sinistre? Constance garda cette observation pour elle. Mais elle commença à échafauder un plan de vengeance qui nécessiterait de la patience, de la ruse et une compréhension parfaite de la nature humaine. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. Toute la famille se réunit. La mère de Nathaniel, Véronique Pemberton, une femme austère qui n'avait jamais caché son mépris pour Constance. Les 2 frères cadets de Nathaniel, Marcus et Edmund, tous 2 ambitieux et calculateurs. Des cousins éloignés qui sentaient l'odeur de l'argent et espéraient recevoir quelques miettes de l'héritage. Les Beauregard envoyèrent des représentants de la Nouvelle-Orléans, le frère de Constance, Auguste Junior, et 2 oncles. Les notables de Charleston vinrent représenter leurs condoléances, curieux de voir ce qu'allait devenir cette plantation scandaleuse. La cérémonie fut sobre, conformément aux traditions presbytériennes de la famille Pemberton. Le révérend Caldwell prononça une oraison funèbre qui évoquait les qualités chrétiennes du défunt et sa générosité envers les moins fortunés, une formulation qui fit ricaner certains assistants, sachant très bien à quel moins fortuné il faisait référence. Constance assista aux funérailles, vêtue de noir, le visage caché derrière un voile épais. Elle ne dit pas un mot durant toute la cérémonie. Elle resta immobile comme une statue, les mains jointes sur ses genoux. Mais derrière ce voile, ses yeux brillaient d'une intensité féroce. Elle observait, elle calculait, elle attendait son moment. Céline n'était pas présente aux funérailles.
Il aurait été impensable qu'une femme noire, même libre, assiste aux funérailles d'un maître blanc. Mais tout le monde savait qu'elle était là, quelque part dans la plantation, attendant elle aussi que la tempête passe. Après l'enterrement, tous se réunirent dans le grand salon de la maison principale pour la lecture du testament. Maître Whitefield, le notaire, arriva avec sa serviette de cuir usée contenant les documents officiels. Il avait l'air nerveux. Il savait ce qu'il allait lire. Il savait le scandale qui allait éclater. Il avait même envisagé de refuser cette tâche, mais son sens du devoir professionnel et les honoraires substantiels que Nathaniel lui avait versés l'avaient convaincu de poursuivre. Les domestiques servirent du thé et des biscuits. Personne n'y toucha. La tension dans la pièce était palpable. Véronique Pemberton siégeait au centre, droite comme un piquet, entourée de ses fils. Constance s'était installée légèrement à l'écart, près d'une fenêtre. Les autres parents et amis de la famille occupaient les chaises disponibles ou se tenaient debout contre les murs. Maître Whitefield s'éclaircit la gorge. « Mesdames, messieurs, merci d'être venus. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la lecture des dernières volontés de feu Nathaniel Pemberton. Le testament a été rédigé le 20 septembre 1845 et dûment authentifié devant témoins. Il ouvrit le document avec des mains légèrement tremblantes. Il commença par lire les dispositions conventionnelles. Un legs de $500 à l'église presbytérienne de Charleston pour l'entretien du cimetière. $200 à l'orphelinat de la ville. $100 à chacun des domestiques blancs ayant servi la famille pendant plus de 10 ans. Ces annonces furent accueillies par des hochements de tête approbateurs. Puis Maître Whitefield prit une profonde inspiration avant de continuer. Concernant mes biens immobiliers et mobiliers, incluant la plantation Pemberton, avec l'intégralité de ses terres, soit 2047 acres, tous les bâtiments, équipements agricoles, stocks de coton, chevaux, bétail et autres animaux, ainsi que les 137 esclaves actuellement enregistrés comme ma propriété. Concernant également mes investissements financiers, incluant mes parts dans la banque commerciale de Charleston, mes actions dans la Compagnie maritime du Sud, mes obligations d'État et l'intégralité de mes comptes bancaires dont le solde total s'élève à environ $65 000. Concernant tous ces biens, je les lègue dans leur intégralité à Céline Marchand, femme noire libre, actuellement résidente de ma plantation. Le silence qui suivit ces mots dura peut-être 3 secondes. Puis l'explosion. Véronique Pemberton se leva d'un bond, renversant sa tasse de thé. « C'est impossible, c'est une fraude. Mon fils n'aurait jamais fait une chose pareille. » Marcus Pemberton, le frère aîné, hurla. « Ce document est un faux, cette femme l'a manipulé, ensorcelé. » Edmund, le cadet, plus calculateur, se tourna immédiatement vers sa mère. « Nous devons contester cela, immédiatement. Je connais les meilleurs avocats de Charleston, nous pouvons faire annuler ce testament. » Les cousins se joignirent au tumulte, criant tous en même temps. Les représentants des beaux regards échangés, des regards choqués. Le révérend Caldwell, resté pour la lecture, murmurait des prières en secouant la tête. Maître Whitefield leva la main pour réclamer le silence. « S'il vous plaît, laissez-moi terminer. » Le vacarme continua pendant plusieurs minutes avant que l'autorité du notaire ne parvienne finalement à imposer un semblant d'ordre. « Il reste une disposition importante, » annonça Whitefield d'une voix ferme. « Concernant Madame Constance Pemberton, née Beauregard, épouse légitime du défunt. » Tous les regards se tournèrent vers Constance. Elle n'avait pas bougé. Elle n'avait pas crié. Elle était restée immobile près de sa fenêtre, observant le chaos avec un détachement presque surnaturel. Whitefield reprit sa lecture. « À mon épouse, Constance Pemberton, je lègue la somme de $1000 américains, payable en une seule fois dans les 30 jours suivant ma mort. Je lui accorde également le droit de résider temporairement dans la maison de Meeting Street à Charleston, propriété de ma mère, jusqu'à ce qu'elle trouve un logement convenable à ses besoins. Elle ne recevra rien d'autre de mes biens. » Un nouveau silence stupéfait accueillit ces mots. $1000. Pour une femme qui avait été l'épouse légitime pendant 16 ans, c'était une insulte.
Une humiliation publique. Véronique Pemberton se tourna vers Constance et pour la première fois de sa vie, elle exprima quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. « Ma pauvre enfant, mon fils vous a cruellement traité. Soyez assurés que nous ne laisserons pas cette injustice se perpétuer. » Mais Constance leva enfin la main, demandant le silence. Quand elle parla, sa voix était calme, presque douce. « Continuez, maître Whitefield. Y a-t-il une justification ? Une explication pour ces dispositions ?» Le notaire hocha la tête. « Oui, madame. Monsieur Pemberton a rédigé une déclaration explicative de 3 pages. Voulez-vous que je la lise ?»« Oui, » répondit Constance. « Je veux entendre ces mots exacts. » Whitefield sortit un autre document et commença à lire. La justification de Nathaniel était longue et détaillée. Il y expliquait que Céline avait été sa conseillère la plus fidèle et la plus précieuse depuis plus de 15 ans, qu'elle avait transformé une plantation en difficulté en une entreprise florissante, qu'elle possédait une intelligence remarquable et des capacités de gestion exceptionnelles, qu'elle méritait cette reconnaissance pour ses années de service dévoué et son dévouement sans faille. Concernant Constance, le texte était plus bref et nettement plus cruel. Nathaniel expliquait que son épouse avait reçu une dot substantielle de 20 000 $ lors de notre mariage, dont elle a conservé le contrôle selon les termes du contrat prénuptial, que cette somme, judicieusement investie, devrait lui assurer un revenu confortable pour le reste de sa vie. Il ajoutait que la générosité bien connue de ma famille garantirait qu'elle ne manquerait jamais de rien. C'était une façon détournée de dire « Vous avez déjà eu votre part, vous n'aurez rien de plus ». Quand Whitefield termina la lecture, il y eut un moment de silence hébété. Puis Marcus Pemberton se leva. « Je demande formellement la contestation de ce testament. Mon frère n'était manifestement pas sain d'esprit au moment de la rédaction. Il a été victime d'une influence indue. Cette femme noire l'a manipulé, peut-être même ensorcelé avec des pratiques vaudou. Ce document est le produit d'une coercition et doit être annulé. » Maître Whitefield secoua la tête. « Je comprends votre réaction, monsieur Pemberton, mais je dois vous informer que ce testament est juridiquement inattaquable. »« Comment cela ?» aboya Véronique Pemberton. Le notaire sortit d'autres documents de sa serviette. Monsieur Nathaniel Pemberton a pris des précautions extraordinaires pour s'assurer que ses volontés ne pourraient être contestées. La semaine précédant la signature du testament, il a été examiné par 3 médecins indépendants, le docteur Samuel Pritchard, le docteur James Henley de Charleston et le docteur Robert Winston de Savannah. Tous 3 ont certifié par écrit qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales, qu'il ne montrait aucun signe de démence, de confusion ou d'instabilité mentale, et qu'il était parfaitement capable de prendre des décisions juridiques. Whitefield tendit les certificats médicaux pour que tous puissent les voir. De plus, continua-t-il, M. Pemberton a rédigé une déclaration manuscrite de 10 pages, entièrement de sa main, expliquant en détail ses motivations pour chaque disposition du testament. Cette déclaration démontre une réflexion claire, rationnelle et parfaitement cohérente. Elle anticipe même les contestations possibles et y répond point par point. Il sortit le document manuscrit. L'écriture de Nathaniel était reconnaissable, ferme, régulière, sans la moindre tremblote qui aurait pu indiquer une main affaiblie ou une maladie. Enfin, conclut Whitefield, le testament a été signé en présence de 4 témoins respectables. Le révérend Caldwell, ici présent, Monsieur Thomas Beaumont, juge à la retraite, Monsieur Henry Carlyle, banquier, et Monsieur George Preston, notaire associé. Tous ont attesté que Monsieur Pemberton avait agi de son plein gré, sans coercition ni influence indue. Edmund Pemberton se tourna vers le révérend. « C'est vrai ? Vous avez assisté à cela ?» Le révérend Caldwell hocha la tête avec réticence. « Je regrette de le dire, mais oui. Nathaniel m'a demandé d'être témoin. J'ai tenté de le dissuader. Je lui ai dit que ses dispositions causeraient un scandale terrible, mais il était déterminé. Il m'a dit que c'était une question de justice.
que Céline méritait cet héritage. J'ai prié avec lui. J'ai essayé de le faire changer d'avis, mais il était inébranlable. Véronique Pemberton se rassit lourdement, le visage blême. « Mon fils, mon propre fils, comment a-t-il pu nous faire ça ?» Les contestations juridiques commencèrent immédiatement. La famille Pemberton engagea les meilleurs avocats de Charleston, le cabinet Morrison et Fils, réputé pour ses victoires dans des affaires complexes d'héritage. Ils arguèrent que Nathaniel n'était pas sain d'esprit, malgré les certificats médicaux. Ils présentèrent des témoignages de voisins et d'amis qui affirmaient que son comportement était devenu erratique et obsessionnel ces dernières années. Ils tentèrent de prouver que Céline l'avait ensorcelé, une accusation qui, dans le Sud superstitieux de l'époque, n'était pas aussi ridicule qu'elle pourrait sembler aujourd'hui. Les Beauregard se joignirent à l'action, mais pour des raisons différentes. Ils ne contestaient pas l'ensemble du testament, seulement la disposition concernant Constance. Ils arguaient qu'en tant qu'épouse légitime, elle avait droit légalement à au moins un tiers des biens conjugaux selon les lois sur l'héritage de Caroline du Sud. Leur avocat, maître Philippe Durand, un créole de la Nouvelle-Orléans rompu aux subtilités du droit français et américain, présenta une argumentation solide basée sur les précédents juridiques. Les audiences se succédèrent pendant des mois. Le tribunal du comté de Berkeley devint le théâtre d'un des procès les plus suivis de l'histoire de la Caroline du Sud. Les journaux de Charleston publiaient des comptes rendus quotidiens. Les caricaturistes s'en donnaient à cœur joie, produisant des dessins satiriques montrant une femme noire couronnée, assise sur un trône, pendant que des blancs se prosternaient devant elle. Céline, pendant ce temps, restait invisible. Elle ne se présenta jamais au tribunal. Elle ne donna aucune interview. Elle resta cloîtrée dans la plantation, gérant les affaires courantes, supervisant la plantation de la nouvelle saison de coton, comme si de rien n'était. Sa seule communication avec le monde extérieur passait par son propre avocat, maître Josiah Blackwell, un jeune juriste progressiste de Boston qui avait accepté de la représenter malgré les menaces qu'il recevait quotidiennement. Et Constance. Constance assistait à chaque audience. Elle s'asseyait au premier rang, vêtue de noir, son visage pâle visible sous son voile. Elle ne disait rien. Elle ne témoignait pas. Elle se contentait d'observer. Mais sa présence silencieuse avait quelque chose de troublant. Les avocats de la famille Pemberton pensaient qu'elle était leur alliée naturelle. Après tout, elle aussi avait été trahie par Nathaniel. Mais elle ne leur apportait aucun soutien. Elle restait étrangement détachée, comme si elle attendait quelque chose. Après 6 mois de procédure, en septembre 1846, le juge Harrison Whitmore rendit son verdict. C'était un homme de 65 ans, connu pour son intégrité mais aussi pour son conservatisme. Beaucoup pensaient qu'il annulerait le testament, ne serait-ce que pour préserver l'ordre social établi. Mais le juge Whitmore surprit tout le monde. Il confirma la validité du testament dans son intégralité. Il déclara que Nathaniel Pemberton avait agi en pleine conscience, que les preuves médicales et juridiques étaient irréfutables et que, aussi scandaleux que puissent paraître ces dispositions aux yeux de la société, la loi ne peut substituer son jugement moral aux dernières volontés clairement exprimées d'un homme libre. Concernant la réclamation des Beauregard sur le droit conjugal de Constance, le juge se montra plus subtil. Il reconnut que la loi accordait normalement à une veuve un tiers des biens conjugaux. Mais il nota que Constance avait conservé le contrôle de sa dot personnelle, $20 000, selon les termes de son contrat prénuptial, et que cette somme, combinée au legs de $1 000, constituait une provision raisonnable pour ses besoins. Il rejeta donc la réclamation. Le scandale fut immense. Les journaux de tout le pays en parlèrent. Le New York Tribune publia un éditorial cinglant dénonçant la décadence morale du Sud esclavagiste où les lois de la nature et de Dieu sont inversées. Le Charleston Mercury, journal pro-esclavagiste, répondit avec un article tout aussi virulent accusant les abolitionnistes du Nord de célébrer cette abomination comme une victoire de leur idéologie perverse.
Mais le verdict était définitif. Céline Marchand devint légalement propriétaire de la plantation Pemberton. Ce qui suivit fut encore plus remarquable. 3 semaines après la validation du testament, Constance Pemberton demanda à rencontrer Céline. La demande fut transmise par l'intermédiaire des avocats. Céline accepta avec réticence, se demandant si c'était un piège. La rencontre eut lieu dans le salon de la maison principale, un après-midi d'octobre. Les feuilles des chênes centenaires commençaient à roussir. Une lumière dorée filtrait à travers les fenêtres, donnant à la pièce une atmosphère presque irréelle. Les 2 femmes étaient seules. Céline avait insisté pour qu'aucun domestique ne soit présent. Constance avait accepté cette condition. Elles se firent face. 2 femmes que tout opposait, race, statut, histoire, mais que le destin avait liées de la manière la plus cruelle. Constance parla la première. Sa voix était calme, presque douce. « Vous avez gagné. Tout vous appartient. La plantation, l'argent, même la mémoire de Nathaniel, vous avez tout. » Céline ne répondit pas immédiatement. Elle étudiait son ancienne maîtresse avec attention. Constance avait changé. Elle n'était plus cette femme hautaine et glaciale qui l'avait fait fouetter 15 ans plus tôt. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de dur, de déterminé. « Mais je veux que vous sachiez la vérité », continua Constance. « La vérité sur tout ce qui s'est vraiment passé. » Et elle commença à raconter. Elle révéla d'abord l'histoire de Jonas Wexler, l'enquêteur privé. Comment elle l'avait engagé en vendant tous les bijoux qui lui restaient. Les perles de sa grand-mère, le collier de diamants que son père lui avait offert pour ses 18 ans, même son alliance en or. Comment elle avait économisé pendant des années, cachant de petites sommes prélevées sur l'argent de la maison pour pouvoir payer les services de Wexler. « Je voulais savoir, » expliqua-t-elle. « Je devais savoir qui vous étiez vraiment, d'où vous veniez, ce qui rendait Nathaniel si obsédé par vous. Wexler avait été méticuleux. Il avait remonté la piste de Céline jusqu'en Louisiane. Il avait découvert l'histoire d'Édouard Marchand, le planteur qui avait eu une liaison avec une de ses esclaves et en avait eu une fille métisse. Il avait trouvé les documents de la vente, orchestrés non pas par un marchand d'esclaves ordinaire, mais arrangés en secret avec le père de Nathaniel. Il avait même retrouvé d'anciens domestiques de la plantation Marchand qui se souvenaient de la petite Céline, cet enfant au regard intelligent à qui le maître avait appris à lire en cachette avant d'être forcé de s'en séparer. Quand j'ai appris tout cela, continua Constance, j'ai confronté Nathaniel, je lui ai montré les preuves, je lui ai demandé de m'expliquer. Et savez-vous ce qu'il a fait? Elle marqua une pause, ses mains tremblant légèrement. Il a pleuré. Mon mari, cet homme qui ne m'avait jamais montré la moindre émotion sincère en 15 ans de mariage, s'est effondré et a pleuré comme un enfant. Et il m'a tout avoué, tout. Nathaniel avait révélé que son père, sur son lit de mort, lui avait fait jurer de protéger Céline, de veiller sur elle. Le vieil homme avait dit que c'était une question d'honneur, une dette envers son ami Marchand qui était mort, du moins le croyait-on à l'époque, dans un incendie à la Nouvelle-Orléans peu après avoir été forcé de se séparer de sa fille. Mais quelque chose avait changé, poursuivit Constance. Nathaniel m'a dit qu'au début, c'était juste du devoir. Il vous protégeait parce qu'il l'avait promis. Mais ensuite il vous a vraiment connu. Il a découvert votre intelligence, votre force, votre détermination, et il est tombé amoureux. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Il m'a dit qu'il m'avait épousé parce que c'était ce qu'on attendait de lui. Un bon parti, une alliance entre 2 familles respectables. Mais qu'il n'avait jamais ressenti pour moi ce qu'il ressentait pour vous. Céline écoutait en silence, son visage impénétrable. Mais intérieurement, elle aussi revivait ces années. Elle se souvenait du moment exact où sa relation avec Nathaniel avait basculé. C'était un soir de printemps, 3 ans après son arrivée à la plantation. Nathaniel était venu dans son petit logement. Elle vivait déjà séparée des autres esclaves à l'époque. Il avait apporté un livre, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, et il lui avait dit « J'aimerais que tu lises ceci et que tu me dises ce que tu en penses. » C'était la première fois qu'un blanc la traitait comme un être pensant, capable d'opinion, digne d'un échange intellectuel.
Et cet acte simple avait changé quelque chose en elle. Elle avait compris qu'elle n'était pas obligée d'accepter la définition que le monde lui imposait. Constance continuait son récit. Elle expliqua comment, après la confrontation, Nathaniel avait paniqué. Il avait peur que toute l'histoire sorte. Peur du scandale. Peur de perdre sa position sociale. Il avait même envisagé de renvoyer Céline, de lui donner de l'argent et de la faire partir loin, peut-être vers le nord, peut-être vers l'Europe. Mais il ne pouvait pas, dit Constance avec un rire amer. Il vous aimait trop. Alors, il a trouvé une autre solution. Il a rédigé ce testament. Sa façon de vous donner tout ce qu'il ne pouvait pas vous donner de son vivant. Son héritage, son nom, sa fortune, tout. Elle s'arrêta, fixant Céline avec une intensité brûlante. Mais voici ce qu'il ne savait pas, ce que vous ne savez probablement pas non plus. Constance ouvrit le petit sac qu'elle avait apporté et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. Votre père, Édouard Marchand, n'est pas mort dans cet incendie, il est vivant. Nathaniel vous l'a dit dans ses derniers moments, j'imagine. J'étais là, dans le couloir, j'ai tout entendu. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, parce qu'il ne le savait pas, c'est que votre père est revenu. Céline se redressa brusquement. Quoi? Le père Rousseau, dit Constance avec un petit sourire. Ce prêtre qui venait me rendre visite, ce n'était pas vraiment un prêtre. Ou plutôt, c'en était un, mais pas celui qu'il prétendait être. Elle tendit l'enveloppe à Céline. C'était votre père, Édouard Marchand. Il avait effectivement fui en France après vous avoir perdu. Il avait tout abandonné. Sa plantation, sa fortune, sa réputation. La culpabilité le rongeait. Il est devenu prêtre. Une vraie vocation née de la pénitence. Et il y a 2 ans, il est revenu en Amérique pour vous chercher. Il a appris que vous étiez ici, à la plantation Pemberton. Il voulait vous voir, mais il avait peur. Peur que vous le rejetiez. Peur de ne pas être digne de votre pardon. Céline ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite en français. Elle commença à lire, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Il est venu me voir », expliqua Constance. « Il m'a révélé qui il était. Il voulait que je vous transmette son message, que je vous dise qu'il vous aimait, qu'il n'avait jamais cessé de vous aimer, qu'il regrettait chaque jour de sa vie de vous avoir abandonné. »« Pourquoi ?» murmura Céline, levant les yeux de la lettre. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» Constance se leva, marchant vers la fenêtre. « Parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Nathaniel et vous pensiez que vous étiez les victimes dans cette histoire. Lui, contraint par les conventions sociales. Vous, opprimé par le système esclavagiste. Et vous pensiez que j'étais la méchante. La femme frigide et cruelle qui vous méprisait. Elle se retourna, son visage dur. Mais j'étais la véritable victime. J'ai été mariée à un homme qui ne m'aimait pas. J'ai porté son enfant, un enfant mort-né. J'ai passé 15 ans à être humiliée, ignorée, traitée comme un meuble dans ma propre maison. Et pourquoi? Pour découvrir qu'il léguait tout à sa maîtresse. « Je n'étais pas sa maîtresse », protesta Céline. « Nous n'avons jamais... » « Peu importe », coupa Constance. « Aux yeux du monde, c'est ce que vous étiez. Et aux yeux de Nathaniel, vous étiez bien plus qu'une maîtresse. Vous étiez l'amour de sa vie, alors que moi, je n'étais rien. » Un silence pesant s'installa, puis Constance sortit quelque chose d'autre de son sac. Une petite fiole en verre contenant une poudre blanche. « Reconnaissez-vous ceci ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de Céline se figea. C'était la fiole d'arsenic, celle qui avait disparu de la cuisine après l'incident avec Ruth. « Comment ?» commença Céline. « Je l'ai prise, » dit Constance simplement. « Cette nuit-là, après que Ruth soit tombée malade, je suis descendue à la cuisine. J'ai trouvé la fiole, là où vous l'aviez cachée, et je l'ai prise. » Elle fit rouler la petite bouteille entre ses doigts. « Je voulais vous dénoncer, prouver que vous étiez une empoisonneuse, que vous aviez tué Josiah Crane, peut-être même que vous prévoyiez de tuer Nathaniel. Mais alors j'ai réalisé quelque chose. Si je vous dénonçais, il vous défendrait. Il utiliserait toute sa fortune,
toute son influence pour vous sauver. Et il me haïrait encore plus. » Elle marqua une pause. « Alors j'ai gardé la fiole. Et j'ai attendu. J'ai attendu que vous fassiez exactement ce que je savais que vous finiriez par faire. » Céline pâlit. « Vous saviez que vous alliez empoisonner Nathaniel. » »« Oui, je le savais. J'étais là cette nuit-là, vous vous souvenez? Dans le couloir, je vous ai vu lui donner le thé. J'ai vu comment vos mains tremblaient légèrement quand vous le lui tendiez. Et j'ai compris. « Pourquoi ne m'avez-vous pas arrêté ?» demanda Céline, sa voix réduite à un murmure. Constance sourit, un sourire terrible, plein de douleur et de triomphe mêlés. « Parce que je voulais qu'il meure. Je voulais être libérée de lui. Mais je ne voulais pas être celle qui le tue. Je ne voulais pas porter ce poids. Alors je vous ai laissé le faire. Je vous ai laissé devenir la meurtrière. Et maintenant, je détiens la preuve. » Elle leva la fiole. « Cet arsenic porte vos empreintes. Et j'ai un témoin, Ruth, la cuisinière, qui jurera vous avoir vu près de la réserve cette nuit-là. J'ai également une lettre du docteur Harrington, écrite avant sa mort, où il exprime ses soupçons sur la nature de votre relation avec Nathaniel et sur plusieurs incidents médicaux suspects impliquant des empoisonnements. » Céline comprit qu'elle était piégée. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous compreniez que vous ne m'avez pas vaincu. Vous avez hérité de la plantation, de l'argent, de tout. Mais je détiens votre secret, je détiens votre vie entre mes mains. » Constance fit quelques pas dans la pièce avant de continuer. « Voici mon offre. Je vais garder le silence. Je vais détruire toutes les preuves. Je vais partir et ne jamais revenir. Mais pas pour les 1 000 $ misérables que Nathaniel m'a légués. Je veux 20 000 $. Une fortune suffisante pour recommencer ma vie ailleurs. À Paris peut-être. Ou à Londres. Loin d'ici. Loin de tous ces souvenirs. Et si je refuse, alors je vais aux autorités. Je révèle tout. Vous serez arrêté, jugé, probablement pendu. Une femme noire qui a empoisonné un maître blanc. Il n'y aura pas de clémence. Et même si par miracle vous échappez à la potence, votre réputation sera détruite. Vous perdrez la plantation. Tout ce pourquoi vous avez tué sera perdu. » Céline réfléchit longuement. Puis elle dit, « Vous aurez vos 20 000 $. Mais j'ai une condition. » « Laquelle ? » ?»« La lettre de mon père. Vous me l'avez montrée, mais vous ne me l'avez pas donnée. Je veux savoir où il est. Je veux pouvoir le retrouver. » Constance hocha la tête lentement. « D'accord. Il vit actuellement à Paris, sous le nom de Père Antoine Marchand. Il travaille dans une petite paroisse du Marais. Voici son adresse. » Elle tendit un morceau de papier. Céline le prit avec précaution. « Nous avons un accord ?» demanda Constance. « Nous avons un accord. » 3 jours plus tard, Constance Pemberton quittait la plantation avec ses bagages et une lourde malle contenant son héritage. Non pas les 1 000 $ du testament, mais les 20 000 $ de son silence. Elle ne revint jamais en Caroline du Sud. On entendit dire qu'elle s'était installée à Paris, dans un élégant appartement près du jardin du Luxembourg. Qu'elle fréquentait les salons littéraires, qu'elle vivait discrètement mais confortablement de ses rentes. Certains prétendaient ne l'avoir croisée lors d'une réception à l'ambassade américaine, toujours vêtue de noir, mais avec un air de sérénité qu'elle n'avait jamais eu à la plantation. D'autres affirmaient qu'elle avait épousé un veuf français, un professeur de philosophie à la Sorbonne, et qu'elle avait enfin trouvé une forme de bonheur tardif. Céline, quant à elle, prit formellement possession de la plantation. Les premières années furent difficiles. Les autres planteurs refusaient de faire affaire avec elle. Les banques hésitaient à lui prêter de l'argent. Elle dut faire face à des actes de sabotage, des incendies mystérieux dans les entrepôts, du matériel volé, des esclaves qui disparaissaient soudainement. Mais elle tint bon. Elle utilisa son intelligence et sa détermination pour surmonter chaque obstacle. Elle introduisit de nouvelles techniques agricoles. Elle diversifia la production, ajoutant du riz et de l'indigo au coton. Elle améliora les conditions de vie des esclaves, ce qui réduisit les fuites et augmenta la productivité. Elle mit en place un système où les esclaves pouvaient acheter leur liberté en travaillant dur et en économisant.
Un système révolutionnaire pour l'époque qui scandalisa les autres planteurs, mais qui attira certains des meilleurs travailleurs de la région. En 1850, elle possédait non seulement la plantation Pemberton, mais avait également acheté 2 propriétés adjacentes. Elle était devenue l'une des femmes les plus riches de Caroline du Sud, et certainement la femme noire la plus riche du Sud. Mais le poids de son secret ne la quittait jamais. Chaque nuit, elle revoyait le visage de Nathaniel dans ses derniers moments. Elle se demandait si elle avait eu raison, si la liberté et la fortune valaient le prix d'une vie, si elle était devenue le monstre que la société l'avait toujours accusée d'être. En 1852, elle reçut une lettre de Paris. C'était de son père. Édouard Marchand, ou Père Antoine, comme il se faisait désormais appeler, avait appris qu'elle était devenue propriétaire de la plantation. Il exprimait sa fierté mêlée de préoccupation. Il lui demandait si elle était heureuse, si tout ce pouvoir avait valu la peine. Et il terminait avec une phrase qui hanta Céline. « Ma fille, j'ai fui ma vie parce que je n'ai pas su affronter mes choix. Ne fais pas la même erreur. Si ce que tu as gagné t'empêche de dormir la nuit, alors tu n'as rien gagné du tout. » Cette lettre fut le déclencheur. Céline réalisa qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Le poids du meurtre de Nathaniel, le secret qu'elle partageait avec Constance, la vie qu'elle avait construite sur le mensonge et la violence, tout cela devenait insupportable. En 1854, elle vendit la plantation. Elle obtint un prix excellent, 200 000 $, une fortune colossale pour l'époque. Avec cet argent, elle quitta le Sud. Elle utilisa une partie de la fortune pour acheter la liberté de tous les esclaves qui travaillaient encore sur la plantation, 137 personnes. Pour chacun, elle fournit également une somme d'argent suffisante pour commencer une nouvelle vie au nord. Certains allèrent au Canada, d'autres en Nouvelle-Angleterre. Quelques-uns, plus audacieux, partirent pour le Libéria, la nouvelle nation africaine fondée pour les esclaves affranchis. Avec ce qui restait, Céline quitta l'Amérique. Elle prit un bateau pour la France. Elle voulait retrouver son père, faire la paix avec son passé, peut-être même trouver une forme de rédemption. On perdit sa trace après son arrivée au Havre en juillet 1854. Certains prétendaient qu'elle s'était installée à Paris avec son père. D'autres affirmaient qu'elle était partie en Italie, à Rome, où elle vivait dans un couvent sous un nom d'emprunt. D'autres encore racontaient qu'elle était retournée en Louisiane, dans la plantation où elle était née, pour racheter la terre de son père et y établir une école pour enfants noirs. La vérité, c'est que personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Céline Marchand disparut de l'histoire aussi mystérieusement qu'elle y était apparue. La plantation Pemberton changea plusieurs fois de propriétaire au cours des années suivantes. Pendant la guerre de Sécession, elle servit brièvement d'hôpital confédéré. Elle fut incendiée par les troupes de l'Union en 1865. Reconstruite après la guerre, elle ne retrouva jamais sa prospérité d'antan. À la fin du XIXe siècle, elle n'était plus qu'une ferme modeste, puis une ruine envahie par la végétation. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de la plantation Pemberton. Quelques fondations de pierre, les ruines d'une cheminée, un cimetière d'esclaves oubliés dans les bois et des histoires. Des histoires transmises de génération en génération par les descendants de ceux qui vécurent là-bas. Des histoires de la négresse qui hérita de tout, de l'esclave devenue maîtresse, de la femme qui défia toutes les règles de la société et survécut. Mais personne ne connaît toute la vérité. Personne ne sait exactement ce qui se passa dans cette plantation entre 1832 et 1854. Les documents officiels sont lacunaires, les témoignages contradictoires, les preuves ont disparu. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le 23 mars 1847, un testament fut lu qui bouleversa les conventions sociales du Sud esclavagiste. Que Céline Marchand hérita effectivement de la plantation Pemberton. Que Constance Pemberton disparut en Europe. Que la plantation fut finalement vendue et que tous les esclaves furent affranchis. Le reste, le meurtre, les secrets, les manipulations, les vengeances,
Tout cela appartient au domaine de l'histoire orale, des rumeurs, des légendes. Impossible à vérifier, impossible à réfuter. Est-ce que Céline a vraiment empoisonné Nathaniel? Est-ce que Constance l'a laissé faire délibérément? Est-ce que le père Rousseau était vraiment Édouard Marchand? Toutes ces questions restent sans réponse définitive. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette histoire, vraie ou inventée, vérifiable ou légendaire, révèle quelque chose de profond sur la société américaine d'avant-guerre. Elle montre comment le système esclavagiste créait des situations impossibles où l'amour devenait crime, où la survie nécessitait le meurtre, où la justice était toujours corrompue par la race et le statut. Elle montre aussi comment les femmes, qu'elles soient noires ou blanches, esclaves ou maîtresses, étaient toutes, d'une certaine manière, prisonnières du même système patriarcal. Constance, malgré sa peau blanche et son statut d'épouse légitime, n'avait guère plus de pouvoir que Céline. Toutes deux dépendaient d'un homme pour leur survie. Toutes deux furent trahies par cet homme. Et toutes deux durent utiliser les seules armes qui leur restaient, la manipulation, le secret, parfois la violence, pour survivre. L'histoire de la plantation Pemberton n'est pas seulement l'histoire d'un testament scandaleux. C'est l'histoire de 3 personnes prises au piège dans un système qui ne permettait aucune issue honorable. Nathaniel, déchiré entre l'amour et le devoir. Céline, luttant pour sa liberté et sa dignité par tous les moyens nécessaires. Constance, cherchant à préserver ce qui lui restait de sa vie brisée. Et au final, personne ne gagna vraiment. Nathaniel mourut jeune, empoisonné soit par son propre mode de vie, soit par la main de celle qu'il aimait. Céline obtint sa liberté et sa fortune, mais au prix de son âme et d'un exil volontaire. Constance reçut son argent, mais perdit sa patrie, son nom, son identité. Les seuls véritables gagnants furent peut-être les 137 esclaves qui obtinrent leur liberté et une chance de recommencer leur vie. Eux au moins sortirent de cette histoire avec quelque chose de précieux. Alors, cette histoire est-elle vraie? S'est-elle vraiment produite dans une plantation de Caroline du Sud au milieu du XIXe siècle? Les archives suggèrent que des situations similaires se sont produites. On connaît plusieurs cas, documentés mais peu connus, où des propriétaires blancs ont légué des biens substantiels à leurs esclaves ou anciennes esclaves. On connaît des cas de testaments contestés, de scandales familiaux, de vengeances silencieuses. Mais cette histoire spécifique, avec ces personnages spécifiques dans cette plantation spécifique, elle reste invérifiable. Les noms ont été changés, les lieux rendus volontairement vagues. Les documents, s'ils ont jamais existé, ont disparu. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que certaines vérités sont trop sombres, trop dérangeantes pour être entièrement révélées. Peut-être que le mystère est plus puissant que la certitude. Ce qui est certain, c'est que l'histoire vous a glacé le sang, qu'elle a révélé des aspects de l'âme humaine, l'amour, la haine, la jalousie, la vengeance, la survie, qui transcendent le temps et l'espace. Des aspects qui existent toujours aujourd'hui, sous des formes différentes peut-être, mais toujours aussi puissants. Alors, qu'en pensez-vous? Cette histoire s'est-elle vraiment produite? Céline était-elle une héroïne luttant pour sa liberté ou une meurtrière manipulatrice? Constance était-elle une victime innocente ou une complice calculatrice? Nathaniel méritait-il son sort ou était-il simplement un homme pris au piège de son époque? Dites-nous ce que vous croyez dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires historiques troublantes comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les mystères, qui défient l'imagination et questionnent notre compréhension de la nature humaine. Parce qu'au final, la question n'est peut-être pas de savoir si cette histoire spécifique s'est produite, mais combien d'histoires similaires, cachées, oubliées, délibérément effacées de l'histoire officielle, se sont produites et attendent d'être redécouvertes. Combien de secrets sont encore enterrés dans les archives poussiéreuses du Sud? Combien de vérités terribles dorment dans les cimetières oubliés, dans les ruines envahies par la végétation, dans les mémoires familiales transmises à voix basse, de génération en génération? L'histoire officielle nous raconte ce que les puissants veulent que nous sachions.
Mais l'histoire réelle, celle des opprimés, des marginaux, de ceux qui n'avaient pas le droit de parler, cette histoire-là reste largement inexplorée. La plantation Pemberton, qu'elle ait existé ou non sous ce nom, représente toutes ces histoires perdues, tous ces secrets enfouis, toutes ces vies complexes réduites à des statistiques ou effacées complètement. Et c'est peut-être la vérité la plus terrifiante de toutes, que nous ne connaîtrons jamais toute la vérité, que l'histoire que nous croyons connaître n'est qu'un fragment, une version édulcorée, une reconstruction partielle basée sur les documents que quelqu'un a choisi de préserver et ceux que quelqu'un a choisi de détruire. Alors gardez cette histoire avec vous, qu'elle soit vraie ou inventée, laissez-la vous questionner, laissez-la vous déranger, laissez-la vous rappeler que derrière chaque monument historique, chaque belle demeure antebellum, chaque récit héroïque du passé, il y a souvent des histoires beaucoup plus sombres qui attendent d'être racontées, des histoires de survie, de résistance, de vengeance, de justice impossible dans un monde injuste. Des histoires comme celles de Céline, Constance et Nathaniel. Des histoires qui, même si elles ne sont pas entièrement vraies, sont toujours authentiques dans ce qu'elles révèlent sur la nature humaine et sur les sociétés que nous construisons. Fin.